Le dark web, on a tous déjà entendu ce nom, souvent associé à des histoires un peu sulfureuses, des trucs de film. Mais au-delà de tous ces clichés, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, la grande question, c'est celle-là. C'est quoi, pour de vrai, le dark web? Quelle est la nature de cette fameuse face cachée d'Internet? Allons-y, on décortique tout ça. Voici notre feuille de route. D'abord, on va explorer la structure d'Internet, couche par couche. Ensuite, on verra pourquoi c'est un outil à double tranchant, comment on y accède, quels sont les vrais risques. Et on terminera sur le dilemme que tout ça soulève, liberté ou contrôle. Pour bien se représenter les choses, il y a une image qui est parfaite, celle de l'iceberg. Ce qu'on voit d'Internet, ce qu'on utilise tous les jours, ce n'est en fait qu'une toute petite partie de ce qui existe vraiment. Et là, regardez ces chiffres, c'est peut-être le plus surprenant, 95% du web est invisible pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas indexé par les moteurs de recherche qu'on connaît. Ça veut dire que la partie qu'on fréquente, eh bien, elle ne représente que 5% du total. C'est assez fou, non? Ok, maintenant qu'on a cette image de l'iceberg en tête, il est temps de plonger sous la surface. On va définir clairement chacune de ces couches, en commençant par celle qu'on connaît par cœur. Le web de surface, qu'on appelle aussi le clear web, c'est notre quotidien en ligne. C'est la pointe de l'iceberg, la partie visible et accessible à tout le monde. C'est là que se passe la grande majorité de notre navigation. Et là, attention, c'est un point super important, il ne faut pas tout mélanger. Le deep web, c'est l'immense partie immergée. Mais elle est souvent légitime, hein. Pensez aux bases de données d'une entreprise, à nos comptes en banque en ligne. Le dark web, lui, c'est une toute petite partie de ce deep web, mais une partie qui a été conçue exprès pour être anonyme et cachée. Et voilà un autre chiffre pour tordre le cou aux idées reçues. Malgré sa réputation énorme, le dark web lui-même ne serait qu'une infime partie de l'Internet total. On estime même qu'il ne représente que 5% du deep web. C'est donc une niche, mais une niche très très dense. Bon, on a vu le quoi, maintenant passons au pourquoi. Pourquoi est-ce que cet espace a été créé? C'est là qu'on touche du doigt sa nature profondément paradoxale. En fait, à l'origine, la technologie derrière le dark web, c'est un outil de liberté. Son but premier, c'est de protéger les communications, de permettre à des dissidents dans des régimes autoritaires de s'exprimer, ou encore de garantir la sécurité des lanceurs d'alerte. C'est un refuge pour l'anonymat. Mais bien sûr, il y a le revers de la médaille. Cet anonymat total, c'est une aubaine pour certains, mais aussi pour d'autres. Le même outil qui protège des militants est aussi utilisé pour toutes sortes d'activités criminelles. Ça crée des marchés noirs où presque tout peut s'acheter et se vendre, loin des regards. En fait, cette citation résume parfaitement la situation. Le dark web, ce n'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est un peu un miroir grossissant des extrêmes de notre société, pour le meilleur et pour le pire. Allez, passons un peu à la technique. Comment tout ça fonctionne? Il faut être clair, ces explications sont là pour la culture générale. Pour comprendre le mécanisme, rien de plus. Le système le plus connu, c'est Tor, pour The Onion Router, le routeur oignon. Et le nom est bien trouvé. L'idée, c'est d'envelopper la connexion dans plusieurs couches de cryptage, comme les peaux d'un oignon. Le trafic va rebondir entre plusieurs serveurs bénévoles dans le monde, et à chaque étape, on enlève une couche. Résultat, c'est quasi impossible de remonter à la source. Et ça illustre parfaitement la dualité du dark web. C'est assez contre-intuitif, mais oui, même des géants comme Facebook ont une version officielle sur le réseau Tor. Alors pourquoi? Tout simplement pour permettre un accès sécurisé et non censuré à leurs services depuis des pays où Internet est très contrôlé. Abordons maintenant la partie la moins sympathique. Il faut être très clair sur les dangers, qui sont bien réels et importants, pour quiconque s'y aventure sans être parfaitement averti. Au-delà des grandes activités criminelles, les risques personnels sont très élevés. Les arnaques sont partout, un simple clic peut suffire à infecter une machine avec un logiciel malveillant, et bien sûr, le risque de tomber sur des contenus extrêmement choquants est permanent. Ce tableau, il donne un aperçu assez froid des activités qui ont forgé la réputation du dark web. On y trouve des marchés pour absolument tout et n'importe quoi d'illégal, le trafic de nos données personnelles volées ou même des services de piratage à la demande. La cybercriminalité y est une véritable économie. Et finalement, tout ça nous ramène à la question de fond, à un conflit presque philosophique qui est vraiment au cœur du débat sur le dark web. Alors, pour résumer ce qu'on a vu, 1. La plus grande partie d'Internet est invisible. 2. Le dark web, c'en est qu'une toute petite fraction. 3. C'est un outil à double tranchant, où l'anonymat est à la fois une protection et un masque. 4. Y accéder est risqué. Et enfin, tout ça représente un défi immense pour notre société.
Et on termine là-dessus avec cette question qui reste ouverte. Le dark web est-il un mal nécessaire pour garantir la liberté d'expression dans le monde? Ou est-ce que les dangers qu'il abrite justifient qu'on cherche à le contrôler beaucoup plus fermement? Trouver l'équilibre entre la vie privée et la sécurité, c'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque numérique.